Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Rennes, salon Artibat. Et avec mes deux invités, nous allons parler efficacité énergétique. En fait, on va se poser la question, lorsqu'on fait une rénovation, une belle rénovation, on va se poser la question de la part des équipements techniques. Pour en parler avec moi, monsieur Guillaume Jambu, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager régional vente pour la société Daikin, Tout à fait. qu'on ne présente pas, mais que vous allez nous présenter rapidement. Donc Daikin, c'est un industriel japonais, mais une chose qui est très importante, c'est que Daikin, malgré que ce soit un industriel japonais, possède 14 usines en Europe. Sa spécificité, c'est de commercialiser des solutions de chauffage, pompe à chaleur et climatisation, bien sûr sur le marché français. À côté de vous, monsieur Ange-Marie Desbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet bâtiment durable à l'ALEC. L'ALEC, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. Donc, nous sommes basés à Rennes, nous travaillons à l'échelle du Pays de Rennes et nous accompagnons les publics privés et publics dans l'intégration des sujets énergie-climat dans leurs projets. Voilà, et là, on va plus avoir une approche particulière, on va dire, sur des personnes qui font des rénovations. Et avant de parler de l'équipement technique avec vous, on va voir comment ça se passe pour réussir sa rénovation énergétique. Et ensuite, on verra ce que vous constatez, vous, ou ce que vous conseillez en termes d'équipement technique. Donc, comment ça se passe pour réussir cette rénovation énergétique ? Alors, pour réussir sa rénovation énergétique, tout d'abord, il faut se poser la question des besoins du logement, par quoi il faut commencer, par où il faut entamer les réflexions. Donc là, il peut y avoir le fait de se rapprocher d'un bureau d'études qui va réaliser un état des lieux du logement. Le ménage peut fonctionner en autonomie s'il se sent suffisamment à l'aise pour le faire. Et autrement, sans mauvais jeu de mots, du coup, il peut se rapprocher d'une plateforme FAIR. Typiquement, donc à l'ALEC du Pays de Rennes, on héberge des plateformes de conseil, d'accompagnement des ménages du territoire du Pays de Rennes. Et donc on peut accompagner les ménages aux premières étapes de réflexion, justement quand ils souhaitent se lancer dans un projet de rénovation. Avant d'aller plus loin, les plateformes FAIR, rappelez-nous ce que c'est. Donc c'est un service qui est financé par les pouvoirs publics, qui a pour fonction d'accompagner les ménages du territoire dans leur projet de rénovation énergétique, donc aussi bien sur le volet technique que sur le volet financier. On est là aussi pour les aider à pouvoir mobiliser l'ensemble des aides financières, sachant que ce n'est pas simple aujourd'hui. Voilà, il faut s'y retrouver un petit peu dans le maquis des aides financières. Comment s'inscrivent les artisans, les installateurs dans cette démarche FAIR ? Alors dans la démarche FAIR, déjà il y a un partenariat aussi avec les organismes type CAPEB, FFB. La CAPEB dernièrement a signé des conventions justement avec l'ADEME pour s'inscrire dans cette démarche-là et promouvoir les espaces FAIR. Nous, à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, on travaille beaucoup avec la CAPEB 35, qui est d'ailleurs adhérente de l'ALEC du Pays de Rennes et membre du conseil d'administration. Donc il y a un vrai lien entre le monde professionnel et l'ALEC. Et donc ils soutiennent ces dispositifs-là, potentiellement les artisans renvoient des ménages vers nos services pour les aider justement à appuyer les projets et les accompagner sur les aides financières pour les mobiliser justement. Voilà, l'idée c'est vraiment soit d'accompagner un petit peu les artisans, soit les artisans qui accompagnent leurs clients vers vous, vers les plateformes FAIR. C'est ça. Alors, on y va maintenant. Il y a le diagnostic, il y a les travaux. Qu'est-ce que vous conseillez comme type de travaux ? Comment ça se passe ? Alors forcément, on va encourager à avoir une approche globale, donc de commencer tout d'abord par un travail sur l'enveloppe du bâti, c'est-à-dire isolation toiture, murs, menuiserie, plancher bas. Une fois qu'on a fait un beau manteau, on va penser à la ventilation, puisque c'est bien de travailler sur l'isolation et l'étanchéité. On va l'aborder évidemment. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, les équipements, production d'eau chaude et chauffage. Et donc, ils vont être dimensionnés, le chauffage va être dimensionné ensuite en fonction de la performance globale du bâtiment. Voilà, très clairement, aujourd'hui, on a une enveloppe qui est de meilleure qualité. Une chaudière ou un autre système de chauffage ne serait plus adapté à cette enveloppe de qualité parce que trop puissant. Exactement. En plus d'être trop vieux, quoi, on va dire. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de renouveler l'équipement pour qu'il soit plus performant, avec des meilleurs rendements. Et puis en parallèle, d'avoir des équipements plus adaptés aux besoins, moins puissants, donc moins consommateurs d'énergie, et qui vont être adaptés pour éviter aussi potentiellement des surchauffes, puisque quand on garde des anciens équipements, dans certains cas, on peut même créer des surchauffes, et donc on est même presque obligé d'ouvrir les fenêtres pour avoir un rendement optimal de l'appareil. Donc quelque chose qui peut être pas très bon finalement. Il faut faire vraiment attention, c'est pour ça qu'il faut savoir se faire accompagner. Tout à fait. Voilà. Sur le type d'équipement cette fois-ci, on va dire qu'on a une enveloppe parfaite. On a le bon manteau avec le bon coupe-vent, parce qu'un jour j'étais en Alsace, on m'a dit il faut le manteau et le coupe-vent.
très important. Donc on a bien travaillé son étanchéité à l'air. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que vous constatez, vous? Je ne sais pas si vous faites des statistiques, si vous regardez un petit peu ce qui se passe. En termes d'équipement technique, qu'est-ce que vous constatez? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand les ménages changent leurs équipements de production de chaleur, on a beaucoup d'équipements poêle à bois, bûcher granulé. Et puis, on a simplement un changement de chaudière. On passe de chaudière à basse température à condensation. Le fioul, effectivement, est en train de disparaître au fur et à mesure et éventuellement remplacé par des pompes à chaleur dans ces cas-là ou des chaudières granulées. Ou bûches également, beaucoup moins en maison individuelle, mais on en voit de temps en temps quand même sur des grosses bâtisses. Et puis éventuellement, on a un tout petit peu de solaire thermique qu'on peut voir de temps en temps sur certaines maisons, mais ça reste très marginal. Très anecdotique, marginal. Hein. Le solaire thermique a été remplacé par le chauffe-eau thermodynamique, non? Tout à fait, le solaire thermique va être remplacé par les chauffe-eau thermodynamiques à l'avenir. Ça, c'est aussi une tendance que vous constatez pour le chaud sanitaire? Oui, complètement. Effectivement, quand il y a des remplacements de cumulus électriques, soit ils remplacent par des cumulus, soit ils passent sur un ballon thermodynamique. Alors, on va aller voir du côté des industriels. Vous vouliez replacer un petit peu le contexte, on va dire, au niveau européen. Tout à fait. Je tenais à dire que de toute façon, je pense que les pompes à chaleur sont les solutions d'avenir pour les rénovations énergétiques. L'Union européenne oriente aussi un petit peu ses choix, car le Green Deal qui est en place envisage de décarboner la totalité de l'Europe d'ici 2050, avec une progression du parc de pompes à chaleur multipliée par 4 à un horizon 2030. Et ça, y compris pour les travaux de rénovation. Parce qu'on sait que la pompe à chaleur va être favorisée par la RE 2020, mais en rénovation également. Oui, tout à fait, en rénovation également, de par, en fin de compte, son côté d'énergie renouvelable qui va permettre une diminution des consommations énergétiques et d'une stabilité aussi de notre réseau, si on parle plus particulièrement de la France, une stabilité du réseau français électricité. Voilà, c'est-à-dire qu'on va remplacer les grille-pains par des pompes à chaleur, c'est ça? Enfin, je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Tout à fait, ce sera des solutions pour remplacer les grille-pains, comme vous l'évoquez. Ça, Pourtant, vous nous dites que c'est plutôt le poêle à bois ou le poêle à granulés qui arrive, vous, dans la maison individuelle, en tout cas? En fait, finalement, ça dépend vraiment du cas de figure d'origine. C'est-à-dire que quand le ménage a déjà un réseau hydraulique avec des radiateurs à eau qui circulent, là, effectivement, on voit très souvent des pompes à chaleur s'installer en renouvellement d'équipement. Ouais. Si le ménage est plutôt avec des convecteurs électriques, si on prend l'exemple de l'électrique, avec des systèmes indépendants, on n'a pas de réseau hydraulique. Et donc là, il faut finalement un système qui va produire de la chaleur de manière indépendante. Et c'est là où on voit plus souvent finalement arriver les équipements de production de chaleur bois. Alors, sur cet aspect, hein, pompe à chaleur PAC, est-ce qu'une pompe à chaleur qui est utilisée en rénovation est la même, est identique à celle qui est utilisée dans le neuf, ou est-ce qu'il y a des choses différentes et pourquoi? Alors, il y a des éléments différents entre les pompes à chaleur qui sont installées en neuf et en rénovation. Les éléments qui vont différencier, ce vont être les températures d'eau que l'on va utiliser. Donc, on sera sur des températures beaucoup plus basses sur le neuf que sur la rénovation, parce que sur la rénovation, on va être obligé, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de s'adapter à l'existant et aux solutions, aux émetteurs qui sont existants. Si derrière, on a des radiateurs qui, eux, avaient l'habitude de fonctionner avec un réseau d'eau avec une haute température, il va falloir adapter, en fin de compte, nos solutions par rapport à l'existant. Et ça, la plupart des industriels sur le marché ont une largeur de gamme importante, avec des pompes à chaleur basse température, mais aussi moyenne température, puisqu'on arrive de plus en plus aussi sur des maisons qui ont une quinzaine d'années où les températures d'eau pouvaient être moins importantes, et aussi des hautes températures pour attaquer le marché de la rénovation et des grosses rénovations sur le marché français. Voilà, parce qu'on commence à rénover des maisons qui ont des planchers chauffants, en fait. Hein, ou en tout cas, on commence à changer les équipements de maisons qui ont été construites il y a 15-20 ans et qui avaient déjà des émetteurs de chaleur un peu différents. Exactement. Et plus adaptés finalement à la PAC. Alors, ce n'est pas plus adapté parce qu'en fin de compte, de par ses capacités à avoir des températures d'eau plus importantes et des puissances aussi plus importantes, on peut couvrir des spectres de plus en plus larges de maisons en rénovation.
Est-ce que bon là on constate tout ça, l'augmentation du prix du gaz. Est-ce que ça va accélérer le processus, sachant que l'électricité va aussi augmenter. Mais est-ce que ça risque d'accélérer le processus, c'est-à-dire de décider finalement de ne pas installer de chaudière à condensation et de basculer sur une pompe à chaleur? On le constate actuellement sur le marché français. On a un marché français qui est en progression de 70% sur les pompes à chaleur. Au-delà des solutions de pompe à chaleur, on a aussi des hybrides gaz qui réussissent à pénétrer le marché de plus en plus, de façon à être une alternative un petit peu une alternative pour pouvoir amener des solutions à des maisons équipées en chaudière gaz sur des pompes à chaleur avec une sécurité de la chaudière gaz qui va venir compléter derrière les besoins nécessaires. Ça, c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, à l'ALEC? Le fait qu'il y ait de plus en plus de pompes à chaleur installées. Oui, et surtout, est-ce que 60% d'augmentation du prix du gaz, est-ce que ça va accélérer le processus finalement de basculement de la chaudière gaz vers une autre solution? Ça a tendance à influencer effectivement. Enfin, ces variations de coût de l'énergie, on le voit quand les gens viennent en rendez-vous, nous sollicitent pour des conseils. Quand il y a une augmentation du coût d'une énergie, électricité ou gaz, ça va impacter derrière leur choix dans les solutions techniques. Sur les puissances, c'est les machines qui sont moins puissantes. Comment on adapte la puissance à une enveloppe qui a été rénovée? Grâce à des calculs de déperdition, en fin de compte, c'est ce que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, lorsqu'on engendre des rénovations énergétiques dans l'habitat, on va aller chercher des étiquettes énergétiques, on va améliorer l'étiquette énergétique, et ces étiquettes énergétiques correspondent à une consommation propre de la maison. Et en fin de compte, nous, industriels, on va adapter nos puissances en fonction des besoins et en fonction, en fin de compte, de l'amélioration énergétique qu'il y aura eu au niveau des bâtis. Ce basculement de la chaudière gaz, la chaudière fuel vers la pompe à chaleur, vous avez dit 70% d'augmentation du marché, c'est ça? Le marché français, oui. Donc c'est énorme en réalité. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour l'installateur? Comment on accompagne l'installateur qui lui était habitué au gaz finalement, ou au fuel, ou à autre chose? Comment on l'amène à travailler Qu'est-ce qui fait la différence pour lui? Alors je pense qu'en tant qu'industriel, et Dekin, c'est ce que Dekin réalise actuellement, on se doit être dans l'accompagnement en fin de compte de cette mutation auprès de nos installateurs. On doit mettre des formations en place, les monter en compétences, mettre des outils adaptés aussi à cette mutation et cette évolution des métiers, puisque ce sont des vraies évolutions, ces solutions de pompe à chaleur. Et notre rôle industriel, c'est de les accompagner, de les former et de sécuriser en fin de compte les bonnes mises en œuvre de nos produits. Alors, on a parlé des équipements techniques pour chauffage eau chaude sanitaire. Est-ce qu'on a fait le tour de votre point de vue ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'on a déjà évoqué un bon sujet. Deuxième sujet qui est hyper important, très important et encore malheureusement pas toujours très bien traité, la ventilation. Sur la ventilation, qu'est-ce qu'il y a à dire et pourquoi c'est aussi important lorsqu'on a travaillé l'enveloppe de ventiler? Alors c'est vraiment très important pour la santé des usagers et puis ensuite pour les risques de pathologie sur le bâtiment. C'est-à-dire que sur une maison qui n'est pas rénovée du tout, on a des fuites d'air partout, donc on a un renouvellement d'air maîtrisé et non maîtrisé qui se met en place, donc on n'a pas de souci d'humidité et puis on a un gros renouvellement d'air. Et à partir du moment où on va réisoler et réétanchéiser la maison avec des membranes ou des produits résineux qui permettent de colmater justement et de rendre étanche l'enveloppe, si on ne pense pas à la ventilation, déjà on va contenir l'air dans le bâtiment, l'humidité, et donc là on va avoir des risques au niveau santé des usagers, et puis on va avoir des points de condensation qui vont se créer à certains endroits et des risques de développement de champignons et donc pathologie du bâtiment. Voilà. Il faut ventiler, mais il faut maîtriser le flux. Exactement. C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique, mais c'est plutôt bien maîtrisé maintenant. On a différents systèmes de ventilation. On a de l'autoréglable, ça c'est l'ancienne ventilation qui se pose encore aujourd'hui. Et sinon, on a de l'hygroréglable, donc qui va adapter son débit en fonction de l'humidité extérieure et intérieure du logement. Et puis la Rolls des ventilations, c'est la double flux. Donc là, il faut que ça soit bien posé aussi par des artisans, parce que là, il y a un vrai réglage à faire sur les systèmes. Donc on voit de belles installations justement très bien réglées. Et l'objectif, c'est de maîtriser l'air entrant et sortant dans le logement, et que l'air soufflé dans le logement justement est de l'air préchauffé, puisqu'il a croisé dans un échangeur thermique l'air qui sort du logement. Donc on fait des vraies économies d'énergie sur la facture de chauffage par ce genre de ventilation.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans les rénovations qui sont faites actuellement? Est-ce qu'on est vraiment sur est-ce que la double flux, finalement, dont on parle depuis longtemps, hein, monte en puissance, ou est-ce qu'on est quand même encore sur des solutions simple flux, hygroréglables? Alors généralement, quand les ménages appréhendent leur projet de rénovation énergétique, en gros étape par étape, très souvent on voit toujours de la simple flux hygroréglable, enfin autoréglable ou hygroréglable, qui va être mise en place. Et par contre, quand ils ont une approche beaucoup plus globale, et typiquement justement dans une approche type Dorémy par exemple, On va y revenir à Dorémy, je ne l'ai pas Parfait. oublié. et bien finalement les solutions justement proposées, on est quasi systématiquement sur de la double flux, puisque là on va être sur un projet avec une vraie performance énergétique visée. Et donc là, la double flux est incontournable en termes d'économie d'énergie et de confort pour les usagers. Donc ça reste, on n'a pas encore beaucoup de projets en rénovation énergétique en double flux parce que ça réclame aussi une implantation de l'échangeur thermique et puis le passage des gaines qui n'est pas évident. Donc il faut penser à tout ça. Mais quand c'est bien accompagné, il n'y a pas de souci. Ils n'ont jamais eu de souci pour faire passer une double flux sur de l'existant. Enfin, ils ont réussi à chaque fois à trouver des solutions. À chaque fois, trouver des solutions, mais ça. il faut que ce soit bien accompagné et il faut qu'on soit plutôt dans une rénovation globale. Exactement. Sur cet aspect ventilation, je sais que vous avez une expérience sur le sujet. Donc, quelle est votre expérience et qu'est-ce que vous avez à dire sur cet aspect qui est quand même vraiment très important et un peu oublié quand même parfois malgré tout, hein. Alors, je pense qu'en fin de compte, ça devient une des préoccupations majeures déjà des clients utilisateurs avec l'épisode Covid que l'on vient de connaître. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la qualité d'air intérieur. Donc, on fait très bien d'en parler. L'expérience, c'est que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, il est très important, en fin de compte, d'y mettre du traitement, du confort. Et le choix de Daikin, c'est en fin de compte de raisonner en écosystème et de commercialiser avec un partenariat industriel avec Duco aussi des solutions de double flux, comme vous l'avez pu l'évoquer, puisque pour nous, ça devient en fin de compte une des priorités des clients utilisateurs. Ce qui n'était pas complètement le cas auparavant, la qualité d'air intérieur, et on en parle de plus en plus. Les industriels ont un vrai rôle à jouer sur les informations, sur pourquoi choisir une double flux plutôt qu'une simple flux. En effet, il peut y avoir des contraintes d'installation, mais lorsqu'on est dans des démarches globales de rénovation importantes, il est possible d'envisager des doubles flux. Et une double flux, ça permettra d'apporter une meilleure qualité d'air intérieur parce qu'à la différence d'une simple flux, on va filtrer l'air extérieur, mais aussi d'apporter beaucoup plus de confort, ça devient une aberration de se dire on traite notre enveloppe extérieure, mais par contre, avec une solution de ventilation, on s'autorise à faire rentrer de l'air à la température justement extérieure qui va venir créer des déperditions au niveau du logement. Faire rentrer de l'air froid à l'intérieur alors qu'on a fait une bonne enveloppe, ça paraît un peu, même si c'est ultra nécessaire, hein, on est d'accord. Quand j'installe une double flux, ça va forcément avoir un impact sur le système de chauffage que je vais devoir installer en termes de puissance ou pas? Ça aura un impact minime parce qu'en fin de compte, on va compter les renouvellements d'air qui vont venir créer un petit peu de déperdition, mais l'impact sur les puissances de chauffage installées est minime. Il est minime, donc du coup, je suis obligé quand même de garder une puissance. C'est pas parce que je vais préchauffer l'air entrant que finalement, il faut rappeler que la ventilation double flux, c'est pas un mode de chauffage. Si on l'associe avec d'autres solutions, et si l'enveloppe est vraiment très très bien traitée en fonction des différents secteurs géographiques, on peut considérer que la ventilation double flux peut subvenir aux déperditions du logement. Mais dans une grande partie des cas, on a besoin de compléments en fin de compte calorifiques pour venir un petit peu compléter cette double flux. Ouais. Mais c'est plus intelligent, mais c'est plus cher aussi parce qu'on n'en a pas parlé, ouais. Et ça consomme un peu d'énergie quand même. Ça consomme un petit peu d'énergie, mais avec des consommations qui maintenant sont bien maîtrisées, parce que d'ailleurs même sur les calculs réglementaires, on a des consommations qui ressortent et qui sont plutôt intéressantes sur des ventilations double flux. Alors, on a fait un bon petit tour d'horizon sur ces équipements techniques, hein, et sur la possibilité de faire un peu différemment aujourd'hui quand on a une bonne enveloppe. Dorémy, c'est quoi ?
Alors Doremi, donc c'est un dispositif, donc ça veut dire dispositif opérationnel de rénovation énergétique en maison individuelle. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 2015, qui a émergé à Valence. Et finalement, le principe, c'est de constituer des groupements d'artisans qui ont envie de travailler avec d'autres artisans du territoire et de viser des niveaux de performance poussés, élevés. On est sur des équivalents, alors BBC Renault sur le chauffage, on est autour des 50 kWh par mètre carré par an de chauffage. Et puis un niveau d'étanchéité, on est à un peu plus que du passif, on est meilleur que sur du neuf, sur de la rénovation. Au niveau C'est-à-dire qu'on est d'étanchéité à à, l'air. on est à 0,6 pour ceux qui s'intéressent aux chiffres. Alors ceux qui s'intéressent aux chiffres, donc on est à 0,6 mètres cubes par mètre carré de SRT sur la RT 2012 par exemple. Et en N50, on est à 0,6 volumeur pour du passif. Et donc là, on est à 1, voire 1,3 volumeur pour les rénovations Doremi. Voilà, donc on est sur une rénovation. Quand on s'engage dans Doremi, on s'engage à faire de la rénovation BBC de haut niveau. Exactement, c'est ça. Et donc le principe, c'est que donc, nous qui accompagnons les ménages et qui avons un premier contact avec eux, à partir du moment où on identifie que le ménage a une approche globale et envie d'avoir un projet conséquent et ambitieux, et bien là, on va checker avec le ménage, voir si son projet est cohérent par rapport aux standards de Rémi, voir si financièrement, il va avoir la capacité à financer. Et puis dans le plan de financement, on intègre forcément aussi les aides financières. Et à partir du moment où on constate que le bien s'y prête bien, on met en place des visites aussi pour s'assurer que tout est bien, enfin tous les voyants sont bien au vert, que financièrement tous les voyants sont bien au vert et que le ménage est vraiment motivé. Et bien là, dans ces cas-là, on propose à ce ménage-là de s'inscrire dans la démarche de Rémi et de pouvoir avoir un accompagnement par un groupement d'artisans qui aura été formé en amont pour travailler ensemble et justement atteindre ces niveaux de performance. Parce que pour atteindre ces niveaux de performance-là, il faut vraiment que les entreprises se connaissent bien, travaillent ensemble et puissent vraiment traiter dans la finesse, dans la dentelle, tous les points singuliers qu'on puisse avoir dans une rénovation énergétique. Voilà, donc de l'importance. Je suis artisan, je suis installateur de pompes à chaleur, je fais de l'isolation, de la cloison. Comment je fais, à qui je m'adresse pour travailler dans un groupement Doremi? Alors déjà, vous êtes vraiment les bienvenus parce que c'est le concept de Doremi. Et donc, en fait, il suffirait simplement de contacter l'ALEC du Pays de Rennes, de me contacter moi directement. Et puis, justement, je vous renseignerai justement sur ce qu'est le dispositif, je vous expliquerai comment ça fonctionne, le processus de formation, la mise à disposition, entre guillemets, de projets déjà qualifiés, et puis tout le processus après par la suite d'accompagnement et de formation sur chantier des artisans à travailler ensemble pour viser les standards de Rémi. Voilà, standard Doremi, une bonne enveloppe et des bons équipements techniques. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose? Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je pense qu'ensemble, on pourra construire de belles choses sur la rénovation énergétique. On a chacun notre rôle à jouer, aussi bien les industriels que les associations et que les bureaux d'études thermiques. Je pense qu'ensemble, on réussira à vraiment attaquer ce marché de la rénovation énergétique qui est très important et on fera de belles réalisations. Et j'ajoute les artisans du coup. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Bâti Journal, donc nous parler d'efficacité énergétique, des équipements techniques dans le cadre d'une rénovation. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal et sur le site de notre partenaire Artibat. Merci à vous. Merci beaucoup.